Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc cet atelier, il est consacré au projet de recherche actuellement en cours sur le département. On va vous parler de 3 projets, 2 qui se ressemblent ou qui vont travailler main dans la main. C'est le projet Entérine et c'est le projet Libère, qui est un projet GI2E. Donc, je vais avoir l'honneur de vous présenter ces 2 projets-là. Puis ensuite, je laisserai la parole à William et Pierre de l'Université de Montpellier 2 qui vont vous parler du projet PlaceNet, qui est un projet d'étude de l'effet des traitements antiparasitaires sur la faune non cible, en particulier sur des insectes coprophages. Voilà, c'est un peu le menu de cet atelier. Donc je vais démarrer tout de suite par les projets Entérine et Libère. Ce sont des projets qui ont trait à la résistance aux antiparasitaires. Depuis, on va dire, 2-3 ans, dans le département, nous sommes confrontés à des suspicions de résistance à l'éprinomectine en particulier, c'est-à-dire la molécule que nous utilisons pendant la période de lactation. Alors, d'où viennent ces suspicions? En fait, ce sont des éleveurs qui, pendant la lactation, traitent leurs brebis contre les strongs parce qu'il y a une baisse d'état, parce qu'il y a une baisse de lait, parce que parfois même il peut y avoir quelques mortalités sur des brebis, parce qu'il y a des copros qui ont montré des niveaux importants d'excrétion d'œufs. Et ce sont donc des gens qui appliquent un traitement éprinomectine, que ce soit par voie orale, que ce soit en injectable, parfois même encore quelques-uns utilisent la voie couronne. Et qu'est-ce qu'ils remarquent, ces éleveurs? Ils remarquent qu'en dépit des traitements qu'ils font, il n'y a pas l'effet attendu. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à enrayer la mortalité, qu'ils n'arrivent pas à remonter l'état de leurs animaux ou qu'ils n'arrivent pas à faire remonter les niveaux de lait. Ils en parlent à leur veto, qui disent effectivement, c'est pas normal, il y a quelque chose de bizarre. Et dans plusieurs cas, ces vétos ont fait appel à nous, à l'école veto de Toulouse, pour qu'on investigue, pour qu'on évalue ces suspicions de résistance. À ce moment-là, on met en place un test très simple qui consiste à traiter des lots d'animaux. Donc, il y a un lot qui est traité, par exemple, avec de l'éprinomectine en pouronne, un lot en voie orale, un lot en injectable. Et on revient 14 jours après pour vérifier l'efficacité du traitement. Si le traitement a été efficace, 14 jours après le traitement, il n'y a plus aucun œuf dans les matières fécales. La copro, elle revient 0. Si au contraire, il y a encore des œufs, et parfois même il y en a tout autant, voire même plus qu'au départ, là on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a été amené à travailler dans une trentaine d'élevages maintenant des Pyrénées-Atlantiques suite à ces suspicions. Et hélas, dans 24 ou 25 de ces 30 cas, on a un effondrement de l'efficacité de l'éprinomectine. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout efficace. Et ça veut dire aussi que des molécules proches, comme l'ivermectine dans le Ramec ou dans l'Ivomec, ou la doramectine dans le Dectomax, dans le Zerl, ne sont plus efficaces non plus. Donc, on ne connaît pas l'ampleur du problème dans le département. Parce que ce que je viens de vous dire, là, 25 sur 30, c'est en fait suite à des suspicions. Donc, ce n'est pas une enquête de prévalence. On ne sait pas quelle est l'ampleur exacte du phénomène sur le département. Ça mériterait des investigations appropriées. Ça mériterait peut-être de faire régulièrement, dans beaucoup d'élevages, finalement une surveillance de l'efficacité. 14 jours après un traitement, on amène des matières fécales pour faire une analyse copro et voir si le traitement a été efficace ou pas. Toujours est-il qu'on a maintenant des cas avérés de résistance et que la question, ce n'est pas seulement de faire le constat de la résistance, mais c'est qu'est-ce qu'on va dire aux éleveurs derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer comme solution pour passer en quelque sorte ce mauvais cap. Alors, il y a plusieurs choses à notre disposition, plusieurs outils. Le premier outil, déjà, c'est de vérifier quels sont les antiparasitaires qui sont encore efficaces dans cette exploitation.
Parce que d'accord, les prinomectines ne fonctionnent plus, n'est plus efficace, mais il y en a d'autres encore qui peuvent être efficaces. L'amoxidectine, également le cépon vert qu'on peut faire en début de tarissement ou des choses comme ça. Donc il faut construire avec l'éleveur une stratégie de traitement avec les molécules qui sont encore efficaces et à quel moment on peut les utiliser de façon la plus intelligente, la plus rationnelle possible. L'autre aspect également qu'on peut mettre en place, c'est une réflexion autour du pâturage. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà passé à l'atelier pâturage, là, ou pas encore. Si. Voilà. Il y a l'atelier génétique aussi qui va vous parler de... Et c'est finalement en combinant tous ces éléments, l'utilisation rationnelle des antiparasitaires, une rotation des molécules, des familles de molécules, pour éviter qu'il y ait une pression de sélection trop importante sur les populations de parasites. C'est du pâturage, c'est de la génétique. On combine tout ça pour essayer de contrôler ces parasites. Alors, le projet Entérine et le projet GI2E Liber qui a été accepté cette année, justement, ont pour objectif de suivre un certain nombre d'exploitations qui sont confrontées à cette résistance, de les suivre dans le temps et d'évaluer l'efficacité des méthodes qu'on leur propose. C'est ça l'objectif. On fait un constat, mais derrière, on essaie de proposer des choses et d'évaluer l'efficacité, voire parfois, peut-être, on sera amené à corriger le tir. Peut-être qu'on va dire, bah non, là c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça, ou ça, on a fait ça, mais ça n'a pas été efficace. Il va donc falloir, dans le cadre de ces projets, GI2E, Liber et Entérine, de co-construire avec les éleveurs des stratégies efficaces. Et avant de passer la parole à mes collègues et de répondre à vos questions dans un premier temps, je voudrais aussi parler des exploitations où il n'y a pas encore de résistance. Et fort heureusement, on espère qu'elles sont majoritaires, très majoritaires sur le département. Parce que ce qu'il faut faire, compte tenu de ce que l'on sait, de ce qui s'est passé dans une 25 exploitations du département, ce qu'il faut faire, c'est anticiper, c'est réfléchir aux solutions qu'on peut apporter pour retarder le plus possible l'apparition de la résistance à l'éprinomectine, voire même l'empêcher. Et comment on fait ça? Comment on peut imaginer des solutions pour retarder le plus possible? Ben, ça veut dire qu'il faut alléger la pression de sélection. C'est-à-dire qu'il faut peut-être à un certain moment, quand on voit que les copros montent, eh bien on se dit, plutôt que de traiter toutes les brebis en lactation, parce qu'à ce moment-là, j'exerce une pression de sélection énorme sur les populations parasitaires, eh bien je vais me poser la question, ben finalement, je ne vais pas traiter tout le monde, je ne vais pas traiter toutes les brebis en lactation, je vais faire ce qu'on appelle du traitement ciblé sélectif. Je sélectionne les brebis que je vais traiter, ou plus exactement, je vais dire, je sélectionne les brebis que je ne vais pas traiter. Et quelles sont celles que je ne vais pas traiter? Ben, ce sont des brebis multipares qui sont en état, qui produisent du lait, qui ne sont pas visiblement affectées par le parasitisme. Et à ce moment-là, celles-là, je peux me dire, bah, tiens, là, je sursois au traitement de celles-là. Elles seront combien? 10%, 15%, 20% du troupeau. Par contre, les toutes jeunes, les premières lactations, celles qui ne sont pas en état, celles qui baissent en lait, celles qui ont la chiasse, etc., celles-là, je vais les traiter. Donc ça remet en cause complètement les pratiques que nous avons tous réalisées depuis des décennies et des décennies, qui consistaient à dire je traite tout le monde en même temps. Eh bien non, on va essayer de refaire du traitement au cas par cas. Et ça, c'est un changement complet de... Et je m'aperçois aussi, parce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai enseigné pendant des dizaines d'années presque de traiter comme ça. Maintenant, je m'aperçois que c'est peut-être pas finalement la meilleure chose à faire. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui vont être travaillés, discutés, co-construits avec les éleveurs, les vétérinaires praticiens, le centre ovin, l'Institut de l'élevage, etc., pour essayer de proposer et d'évaluer des solutions innovantes dans le contrôle du parasitisme par ces strongles digestifs. Alors maintenant, je vais laisser la parole à William,
Il va vous parler d'un troisième projet de recherche-développement en cours qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est le projet PlaceNet. Voilà, William, je te laisse la parole et le bâton. Merci Philippe. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme Philippe donc vient de l'introduire, donc on va vous parler d'un projet qu'on mène à l'Université de Montpellier. Donc Pierre Gérobert qui est professeur à l'Université de Montpellier et moi-même qui suis jeune chercheur. C'est un projet donc, alors je ne l'ai jamais dit dans les précédents ateliers, mais c'est important de le préciser, qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et qui est conduit en partenariat avec le Centre Auvin d'Ordiarp et puis les laboratoires des Pyrénées et des Landes. Et aussi avec d'autres partenaires que je ne vais pas tout mentionner, mais vu que Philippe est là, je vais au moins mentionner l'école Veto de Toulouse. Donc, dans le cadre de ce projet, on s'intéresse à un groupe d'insectes particuliers qu'on appelle les coléoptères coprophages ou bousiers. Donc coprophage, ça veut dire se nourrir d'excréments, et donc ils sont vulgairement appelés bousiers, donc ils portent bien leur nom. C'est des insectes qui vont utiliser, pour se nourrir et se reproduire, les déjections des ruminants. Donc en France, on trouve quelques 170 espèces de ces insectes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les prairies, les exploitations, en cherchant un peu, on peut en trouver 70, 80. Ça dépend des localités. Et c'est des espèces qu'on va retrouver également en estive. Alors, elles présentent plusieurs particularités, ces espèces. Donc, premièrement, on voit qu'il y a une certaine diversité de taille, de forme. Ça va de 3 mm à 3 cm. Pierre va vous faire passer quelques espèces qu'on a ramenées pour vous montrer, en particulier des bousiers de grande taille. Et elle présente la particularité d'avoir une certaine diversité de comportements pour se reproduire. Donc cette diversité de comportements, on l'a illustrée sur ce schéma. Donc on va avoir des espèces généralement de petite taille qu'on va qualifier de résidents. Ces résidents, je ne sais pas si on en voit... Ah non, pas du tout. Si on en voit à la caméra, mais je te laisse faire. Donc c'est des espèces généralement de petite taille qui vont effectuer tout leur cycle biologique à l'intérieur des excréments. Donc ils vont se nourrir, pondre, et les larves vont se développer dans les excréments. Et ensuite, on va avoir une deuxième catégorie d'espèces qui vont être particulièrement intéressantes d'un point de vue écologique, mais surtout pour les pastoralistes, qui sont des espèces fouisseuses. Donc ces espèces, et ça concerne les gros bousiers vivants qui tournent entre vos mains. Donc ces espèces fouisseuses, elles vont creuser des galeries sous les déjections, des galeries plus ou moins ramifiées et plus ou moins profondes selon la taille des espèces. Donc les grandes espèces vont creuser des galeries plus profondes. Et les adultes, les insectes adultes, en couple souvent, vont ramener des morceaux d'excréments depuis la surface et ils vont les entasser au fond de ces galeries. Et de ce fait, les insectes adultes vont confectionner des réserves de nourriture pour les larves qui vont se développer au fond de ces galeries. Donc les insectes, c'est les bousiers, donc c'est des insectes qui sont omniprésents dans les milieux pâturés, mais on ne les voit pas souvent. Ils sont petits. Dès qu'ils arrivent sur les déjections, ils vont s'enfouir directement dedans, ils vont creuser dans le sol sous-jacent. Donc c'est vraiment une diversité d'insectes insoupçonnés et qui jouent pourtant un rôle écologique fondamental dans les écosystèmes prairiaux, qui est celui en premier lieu de la dégradation des déjections. Donc on a essayé d'illustrer ici ce service écologique rendu par les bousiers. Donc le 6 octobre dernier, on a mis 100 grammes de déjection dans ce terrarium. Là, il n'y a pas de bousier. Donc on a modelé une déjection, donc sans coléoptères coprophages. Donc voilà, c'est un crottin qui a été, comme s'il avait été émis par un ovin, voilà, qui serait tombé au sol. Et dans les deux autres terrariums, au même moment, on a mis la même quantité de déjection, mais avec des bousiers. Et en fait, vous pourrez observer que dans les terrariums où on a mis des bousiers, on a un réel travail de la déjection qui a été fait. Donc en quelques jours, en 5 jours, la déjection a quasiment disparu de la surface du sol. Il ne reste plus que quelques miettes.
Et donc ce qui était en surface est maintenant dans le sol. Donc ici, on voit bien le rôle important de ces insectes en quelques jours sur la dégradation des déjections. Ce faisant, ils vont permettre aussi de remobiliser les nutriments contenus dans les déjections au niveau du sol. Eh bien oui, les déjections contiennent de l'azote, qui est très important pour les plantes, par exemple, mais si cet azote ne passe pas par le sol et s'il n'est pas minéralisé, notamment grâce à ces insectes, il ne va plus être disponible pour les bousiers, il va rester stocké en surface et donc rendu inaccessible pour les plantes. Donc on a vraiment des insectes qui jouent un rôle fertilisant au niveau des prairies. Donc dans le projet PlaceNet, on s'attache à comprendre les effets que peuvent avoir les produits antiparasitaires sur ces bousiers. Alors pourquoi ? Il se trouve que certaines molécules peuvent avoir des impacts pour des organismes non ciblés par les traitements. Et donc ça va dépendre du type de molécule. Et on a des molécules qui nous préoccupent en particulier. Donc on a premièrement les avermectines, qui regroupent notamment les ivermectines, les prinomectines, etc., donc qui est largement utilisé en contexte bovin laitier. On a aussi des molécules qui ont des fortes propriétés insecticides, comme les organophosphorés ou les pyrétrinoïdes. Donc dans le pyrétrinoïde, on a notamment le butox utilisé contre les parasites externes. Donc pourquoi ces molécules sont toxiques pour les bousiers ? En fait, elles sont très peu métabolisées par les ruminants. Et en fait, une grande partie de la molécule active va se retrouver relarguée dans les déjections au moment de la défécation. Les ivermectines, par exemple, peuvent rester plusieurs semaines dans les déjections et du coup venir contaminer les insectes qui vont venir s'en nourrir. Donc les effets, ils peuvent être de plusieurs natures, et ça, on a beaucoup de travaux qui se sont penchés dessus. Donc ils peuvent être sublétaux, donc on va avoir une perturbation du développement des larves de ces insectes, on va avoir une perturbation du système reproducteur des femelles, des bousiers, et ça conduit jusqu'à la mort des insectes. On a aussi un effet de la période d'administration, et alors c'est ballot pour les bousiers, mais il se trouve que les périodes auxquelles les produits sont les plus administrés, ça correspond précisément aux périodes où les bousiers sont les plus sensibles. Donc à savoir au printemps, c'est le moment de la grande période de reproduction des bousiers. C'est là où on a aussi des fortes administrations pour lutter contre les parasites, notamment internes, contre les strongles. Et on a aussi l'automne, où on peut avoir aussi une reprise du parasitisme, mais l'automne correspond à l'émergence des insectes qui ont été conçus au printemps. Donc dans ce projet, donc PlaceNet, on cherche à évaluer la nature de ces impacts sur les populations de bousiers dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est un travail qu'on a commencé cette année, ce printemps. Donc on est allé dans 14 exploitations. C'est des exploitations qu'on a sélectionnées grâce aussi à l'interface du Centre Auvin. Et donc on a choisi des exploitations qui présentaient des degrés plus ou moins importants d'administration de produits antiparasitaires. Et donc, dans ces différentes exploitations, on est allé faire des inventaires des populations de bousiers pour essayer de mesurer l'abondance, la diversité des espèces. Et l'idée, c'est de comparer ce qui se passe quand on a des situations avec plus ou moins de traitements utilisés plus ou moins fréquemment. Et en parallèle de ces inventaires, on est allé mesurer ce que je vous montre ici, la dégradation des déjections. Donc, dans les exploitations où il y a une utilisation plus ou moins importante de produits versus dans les exploitations où il y a très peu de produits, est-ce que les déjections des ruminants se dégradent moins bien dans un cas que dans l'autre ? Donc pour l'instant, on n'a pas de résultats concrets à vous montrer parce que c'est un travail qui s'est étalé sur le printemps. Sur l'été également, on est allé travailler dans les estives. On a travaillé dans 6 estives du Pays Basque, exactement pour conduire les mêmes travaux qu'au niveau des exploitations. Donc c'est des données qui sont en cours de traitement. Et une phase importante de ce projet, c'est aussi de diffuser la connaissance qui va être acquise au travers de l'analyse de ces données. Donc dans le sac que vous avez une plaquette qui recense toutes les espèces de bousiers qu'on peut potentiellement trouver dans les exploitations ovines. Donc ces espèces sont illustrées. Et donc, il y a une semaine, on a diffusé cette plaquette aux 14 exploitations que l'on a visitées, mais pas exactement sous le même format que vous avez. En fait, c'est des plaquettes personnalisées
pour chaque exploitation, on a vraiment illustré les bousiers qui étaient réellement présents dans leur parcelle. Donc aujourd'hui, au travers de ces journées, on voit que la gestion du parasitisme, elle a vocation à changer, alors d'abord pour des raisons sanitaires, qui sont les raisons évidemment les plus évidentes, mais nous, d'un point de vue écologique et d'un point de vue environnemental, on peut penser que ces changements de pratique au niveau de la gestion du parasitisme, ça pourra avoir un impact potentiellement positif pour l'environnement, notamment si on passe par un allègement de l'utilisation de certaines molécules qui sont préoccupantes d'un point de vue environnemental.